Alors, on aborde le deuxième chapitre donc, sur le cours donc, ondes 2D, 3D, interférences. Donc, les interférences, ça concerne plutôt des ondes qui ne sont pas unidimensionnelles, des ondes au moins à 2 dimensions, voire 3 dimensions. Donc, il faut quand même qu'on introduise le formalisme lié à ces ondes. Alors, dans le cas donc, d'une onde mécanique à 2 dimensions, bon, le plus simple, c'est l'exemple pédagogique de la cuve à ondes. Donc je vous ai mis ici la traduction en anglais si vous voulez chercher des vidéos sur des expériences qui mettent en œuvre cette cuve à ondes. Alors, bon, je crois que vous avez déjà vu ça en terminale. Vous avez une surface donc, horizontale d'un liquide qui subit des déformations verticales qui sont engendrées par un vibreur. Voilà, on a une onde qui est transversale, qui est perpendiculaire au milieu et qui est en plus perpendiculaire à la direction de propagation. Donc onde transversale à 2 dimensions. Alors, le plan du liquide non perturbé, on va l'unir d'un repère OIJ, un repère fixe, Z, donc K c'est perpendiculaire à ce plan. Je vais noter M', un point matériel quelconque de la surface liquide, et il coïncide avec le point géométrique M lorsque M' n'est pas en mouvement. Donc on a les mêmes conventions qu'avec le cours précédent sur les ondes à une dimension. Les coordonnées de ces points, on va les noter de la manière suivante. Donc M c'est un point fixe de coordonnées donc x, y et de cote nul. Et M', il a les mêmes coordonnées en x, y que M, il est à la verticale, mais il se déplace selon une loi horaire à déterminer, Z indice M' de t. Et ce Z indice M' de t, je vais l'écrire comme une fonction de x, y, donc de M, du point M ici, et du temps. D'accord, alors ça nous donne, si on fait un schéma de tout ça, ça nous donne la chose suivante. Voilà. Voilà le schéma qu'on va représenter. Voilà, donc la surface donc, du liquide non perturbé, c'est ce plan-là, OX, OY. Un point donc géométrique M correspondant à cette surface du liquide. Et le point matériel, le point du liquide correspondant M', qui est à la verticale de M. Voilà, d'accord, avec un déplacement, voilà, et une cote, donc à l'instant T, Z indice M' de T. Voilà, surface du liquide non perturbé, c'est ce plan-là. Voilà comment on repère les choses. M de coordonnées, donc X, Y, 0, voilà, pour reprendre ce qui est marqué dans le texte. Voilà, on va essayer de faire ce schéma pour que ce soit bien sûr de ce dont on parle. On revient au texte. Voilà. Alors on a un vibreur, donc c'est un boîte métallique qui est en contact avec la surface du liquide. Un vibreur ponctuel en contact avec la surface du liquide qui va engendrer cette onde de surface. On va noter S', la pointe du vibreur, en contact avec la surface, et elle coïncide avec le point géométrique S, parce que S' n'est pas en mouvement. Donc S est à la verticale de S', et c'est un point qui est fixe. On note les coordonnées de ces points, voilà, donc coordonnées de S, XS, YS, c'est fixe, et puis S' a les mêmes coordonnées en x, y que S, simplement le déplacement donc, de cette source, c'est la fonction Z indice S' de t. Alors on va directement voilà, écrire comment l'onde se propage en fonction donc, de ce qui se passe à la source Z'. Donc ce qui se passe au point au-dessus du point M, c'est ce qui se passe au-dessus du point S, avec un décalage temporel. Et le décalage temporel, c'est le temps mis par l'onde pour aller de S à M, divisé par la célérité de cette onde. Voilà, donc on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu pour les ondes unidimensionnelles. Et attention qu'ici, enfin après ce SM, évidemment, ce ne sera pas... voilà, il faudra l'expliciter donc, sur un plan. Donc Zm' de t, voilà, on a le retard, toujours cette expression du retard, t moins Sm sur c. Alors, un facteur ici qu'on ne peut plus vraiment, dont on doit tenir compte, c'est l'atténuation. L'onde, elle va s'atténuer. Donc ici, voilà, j'ai mis un x multiplié par un facteur d'atténuation. Autant une onde à une dimension, il y a des atténuations, il y a des phénomènes dissipatifs qu'on peut en première approximation négliger.
pour une onde à 2 dimensions, la diminution de l'amplitude de cette onde ne va pas dépendre uniquement de phénomènes dissipatifs qui existent aussi, mais c'est aussi, même s'il n'y a pas de phénomène dissipatif, on aura quand même une atténuation de l'amplitude. Hein. Si on met un caillou dans l'eau, si ça, mettons, sur les 5, si ça crée un rond de 5 cm de rayon et que ça fait monter l'eau, je ne sais pas là-dessus, de 1 cm, bon, il y a cette énergie potentielle de pesanteur qui va être dans tout ce cercle. Hein. Quand on va être à 20 cm de rayon, on ne peut pas avoir la même hauteur d'eau. Sinon, ça voudrait dire qu'on a beaucoup plus d'énergie potentielle, hein, on est sur un périmètre beaucoup plus grand. Donc globalement, la masse d'eau qui serait soulevée serait bien plus élevée. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'énergie potentielle dans cette couronne de 20 cm que dans celle de 5. Alors, bon, il n'y a pas que de l'énergie potentielle, il y a aussi de l'énergie cinétique, puisque on a une onde. Mais enfin, bon, déjà on considère ça, on voit que forcément l'onde va s'atténuer, hein, pour des raisons énergétiques. Voilà, donc il faut quand même garder en mémoire que cette atténuation existe. On peut ensuite, dans les exercices, la prendre vraiment en compte, on va dire explicitement, ou simplement, voilà, il faut simplement savoir qu'elle existe. Hein. Nous, dans ce chapitre, on ne la prendra pas en compte explicitement. Voilà, alors donc, alors, si on exprime ça, hein, en fonction, voilà, vraiment des coordonnées x, y, t, m', ça a pour coordonnées donc x, y, le z, c'est le déplacement du m', bon, ça c'est à l'instant t. Voilà, bon, alors le Sm, hein, c'est maintenant racine de x moins xs au carré plus y moins ys au carré, divisé par c, multiplié par un facteur d'atténuation qui dépend de la même chose. Voilà. Alors, ce qu'on va appeler courbe d'égale vibration à t donné, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que le z de x, y, t vaut une constante, hein, à t fixé. Et ça, qu'on voit, ce qu'il y a comme une solution, hein, c'est évidemment, ça revient à dire que Sm égale constante. Hein. Donc tous les cercles de centre S sont des cercles de même vibration, hein, avec la hauteur qui est la même. Voilà. Ainsi, ces ondes engendrées par un vibreur ponctuel, hein, sont alors qualifiées d'ondes circulaires. Si maintenant notre vibreur oscille sinusoïdalement, ce qui sera à peu près le cas, hein, de manière périodique et donc sinusoïdale, parce que c'est ce qui est le plus simple à envisager comme fonction périodique. Donc le z de s' de t, ça sera une certaine fonction a cos oméga t plus phi, voilà, pour t supérieur à t init. Ça veut dire que cette onde, elle va d'abord évidemment, au moment où on va à t init, on va mettre en route le vibreur, on peut dire que le front de l'onde va commencer, disons, à se déplacer, hein, et à envahir toute la cuve à onde, d'accord. Donc on va attendre, si vous voulez, que toute l'onde ait envahi la cuve à onde. On suppose que, compte tenu de l'atténuation dont on a parlé tout à l'heure, au niveau des bords, il n'y a pas de réflexion. Hein. Donc, ce qu'on a dit ici et ce qu'on a dit avant est bien juste. Hein. Donc, lorsque l'onde est établie, d'accord, voilà, on a à ce moment-là Zm' de t. Bon, c'est. Alors, j'applique la formule qui est ici. Hein. Donc, je vais remplacer t par t moins Sm sur c dans cette expression-là. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, multiplié par une atténuation. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce a fois l'atténuation, on va écrire que c'est a de Sm. Voilà, facteur du cosinus, d'accord. Et puis encore pour simplifier, on met simplement a de m, on a une amplitude qui dépend de m. Hein, voilà. Alors on sera amené à dire qu'elle va dépendre faiblement de m par rapport au reste, par rapport à ce terme-là. A varie lentement en fonction de m, alors que le cosinus ici varie beaucoup plus rapidement en fonction de m. Voilà, ce qui fait que même si ça existe, voilà, c'est quand même les faits essentiels pour l'interférence, on provient du cosinus. Voilà, comme je le dis, donc A de Sm, plus simplement noté A de M, c'est le produit, donc amplitude A multipliée par atténuation. Alors maintenant, si je regarde cette fonction qu'on vient d'écrire, fonction Sm associe ce A de M cosinus, je fixe T, je le regarde donc comme une fonction, donc cette distance entre la source et M, d'accord. Alors est-ce que c'est une fonction périodique sinusoïdale? Oui et non. Bon, si A ne dépendait pas de M, à ce moment-là on pourrait dire oui, exactement. Hein. On aurait une pulsation spatiale d'oméga sur C. Bon, le signe on peut toujours l'absorber puisque on a un cosinus. Voilà, pour ça, bon, mais comme A dépend de M, bon, on va dire que c'est une fonction pseudo-périodique sinusoïdale. Hein, c'est pas tout à fait, on reconnaît quand même une fonction périodique, parce que je me dis comme ça, elle varie assez lentement en fonction d'elle, on reconnaît quand même qu'on a une fonction
périodique, hein, c'est-à-dire que le cosinus se reconnaît quelque part. Voilà, donc la pulsation spatiale, c'est oméga sur c. Hein. Alors il faut voir ça évidemment, on va voir cette périodicité hein, sur une droite, donc passant par la source S. Pour toute droite passant sur la source S, hein, si on se déplace sur cette droite, ou si on fait une photo à un instant T sur cette droite, on reconnaîtra donc que le déplacement de l'eau hein, est une fonction sinusoïdale avec une pulsation spatiale donc oméga c, enfin, pseudo-sinusoïdale avec une pulsation spatiale oméga c. Donc ce sera toujours sur cette droite-là, hein, on aura à ce moment-là une période spatiale qu'on appelle longueur d'onde, hein, c'est 2π divisé par la pulsation spatiale. Donc 2π fois c divisé par oméga, c'est 2π sur t. Hein. Voilà, si on enlève les 2π, ça fait lambda égale ct. Hein, ou voilà, l'expression qui sert bien ici, c'est d'exprimer la pulsation en fonction de la période. Donc la pulsation, c'est oméga sur c égale 2π divisé par la période qui est lambda. Alors voilà, donc ça c'est pour les ondes 2D, donc cuve à onde. Donc c'est quand même, ça me servir de guide un petit peu pour ce qu'on va écrire plus tard. Il y a d'autres ondes à 2 ou 3 dimensions, hein, plutôt à 3, c'est les ondes sonores, les ondes lumineuses. Hein. Alors les ondes sonores, donc quand on est à 3 dimensions à ce moment-là, voilà, on a bon, les 3 dimensions x, y, z, c'est un point M géométrique, hein, et puis voilà, comment dirais-je, ce qui représente physiquement l'onde, c'est une quatrième grandeur. Hein, c'est une quatrième grandeur. Voilà, donc cette quatrième grandeur, on va dire ce que c'est. Donc ici, voilà comment ça s'écrit. Hein. Ça s'écrit comme là-haut, seulement ici, j'ai plus un z. Parce que le z, voilà, j'ai besoin des 3 coordonnées hein, pour avoir donc le point géométrique M, d'accord, de coordonnées x, y, z. Et puis je vais regarder ce qui se passe en M. Donc voilà, bon, on a toujours cette forme. Ici, c'est l'amplitude donc, de la source. Hein, pris à l'instant, donc t moins sm sur c, on est toujours ce retard, multiplié par un facteur d'atténuation. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ici que cette amplitude? Amplitude de la source, ici amplitude au point M. Ce qu'on peut dire par exemple dans le cas de l'onde sonore, c'est que c'est la surpression de l'air hein, placée donc au niveau du point M à l'instant t. Alors voilà, c'est ce qu'on a vu dans un exercice d'un TD il n'y a pas très longtemps. On peut également considérer qu'il s'agit en fait du déplacement algébrique hein, collinaire à SM d'une particule d'air située en M lorsque le milieu n'est pas perturbé. Alors, on a une vibration de l'air, on a un déplacement de l'air. Alors donc c'est une onde donc, longitudinale. Hein. Donc ce déplacement en fait il est collinaire au vecteur SM, soit dans le même sens, soit dans le sens opposé. Hein, ce qui fait que donc on a cette grandeur algébrique petit a hein, qui peut représenter donc le déplacement de particules d'air. Hein, petit volume d'air, lorsqu'il n'y a pas de son, lorsque l'air n'est pas en mouvement, cette particule d'air est au niveau du point M, et puis elle va être mise en mouvement vibratoire, hein, voilà, par le passage de l'onde sonore. Elle peut aller soit, elle va forcément bouger dans la direction SM, hein, et soit de manière collinaire à SM, à positif, soit, enfin, collinaire et de même sens, donc à positif, ou collinaire et de sens opposé, et à négatif. Voilà, donc la source, donc, on peut la considérer comme ponctuelle, c'est son diamètre est très inférieur à la longueur d'onde dans ce cas. Alors pour les ondes lumineuses, alors vous avez fait des expériences avec des ondes lumineuses hein, l'an dernier, on s'expérience de diffraction, peut-être d'interférence aussi. Donc là aussi on a, voilà, on prend un point M de coordonnées, point M géométrique de coordonnées x, y, z. À l'instant t, donc l'amplitude lumineuse. Hein, au point M, alors elle est toujours décalée, toujours en retard de Sm sur C par rapport à l'amplitude lumineuse de la source, hein, multipliée donc par un facteur d'atténuation. Alors, qu'est-ce qui a prouvé de manière définitive que la lumière était bien une onde? Question qui a divisé, on va dire, les scientifiques pendant assez longtemps. Hein. C'est l'expérience donc, historique des fentes de Young, voilà, qui a mis en évidence des interférences pour la première fois. Donc voilà, donc le modèle, disons, d'interférence mécanique, hein, interférence donc tournée cuve à onde, peut-être interférence sonore, voilà, servi un petit peu pour vérifier que finalement la lumière satisfaisait les mêmes propriétés expérimentales, hein, propriétés d'interférence, donc qui signifiait qu'il y avait une nature ondulatoire. Voilà. Alors ce petit a, qu'est-ce que ça représente? Il faut voir qu'historiquement on ne savait pas trop ce que c'était. Hein.
Et ensuite, c'est avec le développement des théories électromagnétiques de Maxwell qu'on a reconnu comme A était, enfin, la lumière est une onde électromagnétique, et petit a, en fait, c'est essentiellement le champ électrique au point M. Alors vous allez me dire, champ électrique, c'est un vecteur, petit a, c'est un scalaire. Alors là, on se restreint à ce qu'on appelle la théorie scalaire de la lumière. Voilà, on peut quand même expliquer beaucoup de choses avec cette théorie scalaire. Mais en fait, petit a, ça représente en fait véritablement une grandeur vectorielle, mais disons que cette théorie-là marche. Voilà. Donc on n'ira pas plus loin. Alors, une fois qu'on a parlé donc, de ces ondes 2D, 3D, on va les superposer pour obtenir des interférences. Donc là aussi, on a superposition de ces ondes comme on avait superposition dans le cas unidimensionnel. Voilà, je suppose que j'ai deux, alors si on revient dans le cas de la cuve à ondes, on a deux vibreurs placés en S1 et en S2. Voilà, le vibreur S1 engendre cette onde ici, au point M, le vibreur S2 engendre celle-ci, et si ces vibreurs fonctionnent simultanément, à ce moment-là, eh bien, en un point M de coordonnées x, y, donc le déplacement de M', ça sera la somme des deux déplacements qu'on aurait s'il n'y avait qu'une seule source à la fois. Voilà, et pour les ondes 3D, donc c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, on somme ces deux ondes, et on va voir que on pourra obtenir donc, des interférences donc, quand on passera au paragraphe grand 3.